C'est un petit trésor qui fait baver l'Europe. 210 milliards d'euros. Voilà le total de l'argent russe aujourd'hui gelé sur le vieux continent. Face à cette somme, une question explosive se pose. Que faire de cet argent alors que l'Ukraine est en guerre ? Pourrait-il être utilisé pour financer l'effort de guerre ukrainien ? Les 27 pays de l'Union européenne n'arrivent pas à se mettre d'accord. Sur le principe, c'est pas une confiscation, en tout cas c'est ce que défend l'Union européenne, parce que il y a un engagement de rembourser de toute façon cet argent. Les Européens se livrent une longue bataille sur cette solution inédite. Car toucher à l'argent gelé, c'est jouer gros, s'exposer à une riposte russe féroce et de grosses secousses financières. On vous explique pourquoi utiliser l'argent russe bloqué en Europe, c'est si compliqué. Avant la guerre, la Russie, et principalement sa banque centrale, plaçait une partie de ses réserves financières en Europe, notamment pour détenir de l'euro. C'est de l'argent qu'elle avait investi dans des obligations européennes, donc des titres de dette principalement d'État, et qui étaient détenus chez Euroclear. Guillaume Benoît est journaliste au service marché des Échos. Tout ce qui est finance, banque et titres de dette, ça n'a pas de secret pour lui. Euroclear, c'est ce qu'on appelle un dépositaire central, c'est-à-dire qu'il détient des titres pour le compte de ses gros clients. Ça peut être des banques commerciales, des banques centrales, des fonds souverains. C'est un peu comme un gros coffre-fort où la Banque de Russie aurait déposé ses obligations avant les sanctions. Tout bascule après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. L'Union européenne sanctionne Moscou et gèle son argent sur le continent. Au bout d'un moment, ces obligations, pour la plupart, elles arrivent à échéance. Et donc c'est carrément du cash qui est détenu par Euroclear et qui est du cash de la Banque de Russie, mais qui ne peut pas être rapatrié ou réinvesti, donc qui est bloqué. Résultat, 210 milliards d'euros sont immobilisés en Europe. La très grande majorité, 185 milliards, se trouve en Belgique chez Euroclear. Une petite proportion se trouve aussi en France et au Luxembourg. Depuis le début de la guerre, l'Europe n'a pas touché à cet argent. Elle a seulement utilisé les intérêts qu'il a générés. Alors, c'est là que ça devient technique. Euroclear, quand elle a du cash pour le compte de ses clients, ça l'intéresse pas du tout de l'avoir au bilan. Pour le conserver à leur place, elle leur facture des intérêts. Et là, comme la Banque de Russie ne peut pas rapatrier ses actifs, les intérêts s'accumulent. Ils ont déjà rapporté 5 milliards d'euros utilisés pour garantir des prêts accordés à l'Ukraine. Mais entre utiliser les intérêts de ses avoirs et ses avoirs eux-mêmes, il y a un petit écart qui pose de gros problèmes. L'Europe a commencé par geler cet argent indéfiniment. Jusqu'ici, leur gel devait être renouvelé tous les 6 mois à l'unanimité des 27. Or, la Hongrie de Viktor Orban, très proche de Poutine, menaçait systématiquement cette reconduction. Cette première étape était nécessaire pour utiliser cet argent gelé. Le 18 décembre 2025, les Européens devaient passer à la seconde étape. Ils n'ont pas réussi. L'idée, c'était d'octroyer un prêt de réparation de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, garanti par ses avoirs russes. Concrètement, ce prêt ne serait remboursé qu'à la fin de la guerre et uniquement si la Russie verse des réparations à l'Ukraine. La Banque mondiale évalue le coût de la reconstruction du pays à 500 milliards de dollars. Quand la Russie verserait des dommages à l'Ukraine, alors l'Ukraine, grâce à cet argent, pourrait rembourser le prêt que lui ont fait les Européens rembourseraient Euroclear, Euroclear rembourserait la Banque de Russie. Sur le principe, c'est pas une confiscation, en tout cas c'est ce que défend l'Union européenne, parce que il y a un engagement de rembourser de toute façon cet argent. Si la Russie refuse de verser des réparations, alors l'Ukraine n'aurait pas à rembourser son prêt et l'Europe empocherait les avoirs russes en contrepartie. Vu d'ici, ça semble plutôt simple. Mais alors pourquoi l'Europe ne l'a toujours pas fait ? Si ça a pris autant de temps de mener cette réflexion, c'est d'abord parce qu'au départ, il n'y avait pas forcément un besoin immédiat. On pouvait espérer que la guerre allait prendre fin assez vite, que l'effort fourni par les Européens et les Américains allait permettre une solution assez rapide. Sauf que la guerre s'est enlisée, les États-Unis se sont désengagés et les pays européens ont déjà fourni 188 milliards d'euros d'aide selon le Kiel Institute for the World Economy. Et ils ne peuvent pas s'endetter davantage. Et oui, c'est pas un scoop, la France cherche désespérément à réduire sa dette. Ces avoirs gelés apparaissent donc comme une bouée de sauvetage pour financer l'Ukraine bientôt à court d'argent. Kiev a de quoi tenir jusqu'à la fin du premier trimestre 2026. Au-delà, elle a besoin de 137 milliards d'euros pour poursuivre son effort de guerre jusqu'en 2027. Les États-Unis ont aussi accéléré la réflexion des Européens car ils lorgnent sur cet argent. La première version du plan de paix de Donald Trump prévoyait d'investir 100 milliards de dollars de cet argent pour aider les entreprises américaines à financer la reconstruction en Ukraine et que les États-Unis percevraient 50% des bénéfices. Ce plan de paix est en cours de discussion. Mais si l'Europe ne s'entend pas pour utiliser ses avoirs, c'est aussi qu'elle joue très gros.
et les conséquences sont incertaines. Souvenez-vous, sur les 210 milliards d'euros russes gelés en Europe, 185 milliards sont détenus par une seule institution, Euroclear, située à Bruxelles. Autrement dit, la Belgique est en première ligne dans cette décision. C'est pour ça qu'elle fait tout pour freiner ce projet. Imaginons que demain, la paix survienne, la Russie réclame les 90 milliards d'euros à Euroclear et ait le droit de le faire. 90 milliards d'euros, c'est énorme, c'est largement plus que les fonds propres d'Euroclear. Elle ne pourrait pas sortir cet argent comme ça. Il y a un risque de faillite. S'il y a faillite, il faut l'aide. L'aide de qui? Du gouvernement. Ça veut dire que la Belgique serait amenée à payer les 90 milliards d'euros pour aider Euroclear. 90 milliards d'euros, c'est quand même 14% du PIB belge. Donc c'est énorme. Et ce n'est pas tout. En représailles, la Russie pourrait aussi saisir les actifs d'Euroclear en Russie, soit 17 milliards d'euros. La Belgique est au centre du problème, c'est elle qui prendrait la première salve de riposte russe, et donc elle ne veut pas se retrouver dans une situation qui mènerait le pays à la ruine, ou en tout cas compliquerait vraiment son économie. En contrepartie, Bruxelles réclame d'énormes garanties financières aux pays européens. En clair, en cas de retournement de situation, la facture ne serait pas payée par la Belgique seule. Si la Russie après ça attaque, et obtient gain de cause, et que l'Ukraine n'a pas remboursé, et que Euroclear ne peut pas rembourser, qui va devoir rembourser? Bruxelles. Et Bruxelles, c'est qui, en fait? C'est les États européens. Donc, sur 90 milliards, il y aura une quote-part qui sera faite pour chaque pays en fonction de sa part dans l'économie européenne. Car Moscou a déjà prévenu, elle ne se laissera pas faire. Elle est prête à mener une vraie guerre juridique. La Banque centrale russe a porté plainte devant le tribunal arbitral de Moscou et réclame 230 milliards de dollars de dommages et intérêts à Euroclear. L'institution financière se bat déjà contre plus d'une centaine de recours juridiques en Russie. La France, qui était aussi réticente au départ, a fini par soutenir l'utilisation des avoirs russes, mais pas tous. Car ces avoirs, on ne les trouve pas qu'en Belgique. L'autre question, c'est la présence d'actifs russes sur le sol français. Là, ce sont des avoirs qui sont plutôt dans des banques privées, des banques commerciales. Et là, la France s'oppose à leur utilisation pour éviter que ça porte un coup au système financier français, parce que c'est en plus dans différents établissements, et puis pour éviter les atteintes au secret bancaire. Les banques commerciales françaises détiennent environ 18 milliards d'euros d'actifs souverains russes. Elles sont parmi les plus exposées aux représailles. Et il y a un autre risque, plus lourd encore, qui pèse sur la crédibilité de la zone euro et de sa monnaie. La zone euro, elle attire un certain nombre d'investisseurs étrangers. Il n'y a pas que la Russie, il y a d'autres investisseurs non européens, des grandes banques centrales, des fonds d'investissement, qui viennent acheter de l'euro. Si elles se disent que si elles vont acheter des obligations en euros qui seront détenues en zone euro, et qu'un jour elles se retrouvent sous sanction, on peut leur confisquer leur dette. Là, ils vont y réfléchir à deux fois avant d'aller mettre encore plus d'argent dans la zone euro. Et si les investisseurs ont moins confiance, ils vont demander plus d'intérêts pour compenser le risque de confiscation de leur argent. Et donc, ça va augmenter le coût de financement des pays européens. Bref, l'attractivité de la zone euro et donc de la puissance de la monnaie unique est en jeu. On observe ce même mécanisme aujourd'hui avec le dollar. Les décisions erratiques de Donald Trump, notamment sur les droits de douane, ont fait perdre la confiance à certains investisseurs. Résultat, plusieurs banques centrales réduisent leurs réserves en dollars au profit de l'or. Au-delà de l'argent, c'est aussi un message politique que veulent envoyer les Européens. Utiliser ces avoirs, c'est maintenir la pression sur Moscou pour accélérer la fin de la guerre. Since pressure is the only language the Kremlin responds to, we can also dial it up. We have to increase the costs of war for Putin's aggression, and today's proposal gives us the means to do this. L'Union européenne n'abandonne pas l'idée d'utiliser les avoirs russes. Mais en attendant, les Européens vont débloquer un prêt classique à taux zéro de 90 milliards d'euros que la Commission lèvera sur les marchés. De quoi couvrir les 2/3 des besoins de financement de Kiev, l'autre tiers sera apporté par des pays alliés comme le Canada ou la Norvège. Ukraine would only need to pay back the loan once it receives reparations. Until then, the immobilized Russian assets will remain immobilized, and the Union reserves its right to make use of the cash balances to finance the loan. Merci beaucoup d'avoir regardé ce décryptage. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez nous faire plaisir pour les fêtes, abonnez-vous à notre chaîne.